Ok, j'ai lancé l'événement. Comme ça, on va pouvoir attendre que les personnes se connectent. On va attendre quelques minutes. Voilà. Bonjour Pierre. Salut Charles. Hello Pierre. On va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Il nous manque Clémence, c'est ça, oui. Oui. Yes. Il manque Clémence, et puis pour je la pense qu'on fin. va attendre. On va attendre quelques minutes aussi au début, le temps que le gens arrivent. On va commencer 2-3 minutes après. Vous voyez bien la présentation d'ailleurs? Oui. Oui. Ouais, tout est bon. De toute façon, on va pas la laisser tout le webinaire, mais au moins au début. Faudrait que Pierre, n'hésitez pas à aller mettre des pouces dans le chat. Vous êtes très content d'être là. On est ravis d'être là. J'imaginerais même pas être à un autre endroit aujourd'hui. Ok, alors il y a Clémence qui va se connecter. Voilà. Salut Clémence. Salut Clémence. Hello. Bah, nous voilà au complet. Je vous propose qu'on attende encore 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte et puis que l'on démarre. Donc, 2 minutes encore pour vous échauffer dans votre coin. On a à peu près 70 là, donc c'est pas mal.
Bon, écoutez, je vous propose que l'on démarre. On est tous présents. Je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis hyper content de faire ce webinaire parce que c'est un sujet qui nous tient, je crois, tous à cœur. Et avec l'environnement actuel, il y a pas mal de questions qui se sont posées. Donc, merci aussi à tous les participants de nous rejoindre. Je pense que parmi ces participants, on a beaucoup d'entrepreneurs et aussi quelques investisseurs. Donc voilà, je pense que les sujets dont on va parler vont être assez intéressants. Le format, il va être assez simple. Là, on va faire une trentaine de minutes d'échange. Donc avec Clémence, Frédéric et Pierre. Et ensuite, donc les participants pourront, à la fin, on a réservé une quinzaine de minutes de Q&A pour pouvoir poser toutes les questions. Donc, vous avez un onglet dédié. Je pense que certains l'ont déjà vu, que ce soit dans les 3 petits points, vous avez questions et chat. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur cet onglet et poser vos questions tout au long des échanges, sachant qu'on pourra revenir dessus à la fin, au moment du Q&A. Donc voilà, pour pas les perdre. Aujourd'hui, donc, on va parler du financement, du contexte actuel, notamment entre l'equity et la dette évidemment au sens large. On a pour ce faire 3 participants. Donc d'un côté Frédéric qui travaille donc chez Super Capital la partie leverage. Donc Super Capital étant de base un réseau de business angels qui vient investir en equity dans les jeunes startups et qui depuis s'est beaucoup développé. Et la partie leverage, donc je laisserai Frédéric en parler, mais la partie leverage s'occupe notamment d'aller récupérer de la dette auprès de différents acteurs pour leur participation. On a aussi avec nous donc Clémence qui est alors à la fois investisseuse et à la fois entrepreneuse, puisque Clémence est cofondatrice de Leia Capital et de Sorella. Donc Leia Capital étant un réseau de business angels dédié aux projets qui sont lancés par les femmes, et Sorella, donc qui est un espace de santé donc aussi dédié aux femmes. Et la troisième personne est donc Pierre, qui est CRO chez Silver. Donc Silver est une start-up qui finance les autres start-up avec un nouveau modèle qu'on appelle le revenue-based financing. Donc c'est une certaine typologie de dette. Et donc voilà. Voilà les présentations. Je ne sais pas si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, chacun, ou dire un petit mot avant qu'on commence les questions. Si ça vous va? Clémence, Avec on plaisir. passe y aller. Clémence, je t'en prie. Merci Charles et merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment ravie d'être là avec vous. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, on est là pour ça. Donc moi j'ai créé, effectivement, j'ai cofondé Leia Capital. Et donc Leia Capital, on est plus qu'un réseau de business angels, puisque nous sommes vraiment un fonds de business angel dans le sens où nous sommes des femmes qui investissons notre propre argent. Donc nous sommes nous-mêmes business angels et nous investissons ensemble dans des startups fondées ou cofondées par des femmes. Et puis, donc, Sorella Care, tu l'as mentionné, Charles, donc c'est une start-up que j'ai cofondée aussi. Donc, on est 3 cofondateurs cette année, dédiée également à la femme, cette fois-ci dans le secteur de la santé. Donc, c'est vraiment du healthcare et du care physique, puisqu'on crée des cabinets médicaux physiques au cœur des villes et un accompagnement en digital pour accompagner les femmes tout au long de leur parcours de soins. Donc, voilà, j'ai la double casquette entrepreneur. J'ai moi-même levé des fonds très récemment. Je lève aussi de la dette. Donc, voilà, je vois tout ce dont on va parler vraiment sur le terrain au quotidien. Et puis, je rencontre des entrepreneurs toutes les semaines avec ma casquette de business angel. Super, merci beaucoup Clémence. Frédéric, si tu veux préciser un petit peu aussi. Mais écoute, merci. Très heureux d'être là. Bien entouré d'ailleurs, parce qu'on se connaît tous et on travaille tous dans le même écosystème. Donc, ravi d'être là. Moi, je suis Frédéric Baec, je suis cofondateur de Super Capital Leverage et partenaire du groupe Super Capital, parce que Super Capital
à force de se déployer, est devenu maintenant un groupe et on se positionne comme un groupe de financement 360 degrés dans l'écosystème des startups de l'early stage. Donc, on démarre en fait en pré-seed jusqu'à la série A et on accompagne sur la profondeur en fait de cet accompagnement en equity et en financement non dilutif, ce qui nous permet d'avoir une vision globale et qui nous permet d'accompagner l'ensemble de l'écosystème des startups au mieux. Et on est amené évidemment à travailler au quotidien avec Silver, avec tous les acteurs du RBF, et notamment sur la partie super capital leverage, on se positionne comme un structurateur de dette. Donc, on va venir en fait surfer et faire un effet de levier sur l'equity pour aller chercher du financement non dilutif. Et on vient, avec notre expertise, structurer la dette bancaire à l'instant T et amener l'entrepreneur dans une logique et d'une vision du non dilutif sur l'ensemble de son parcours qui lui permettra de bien définir toutes les étapes qui sont prédéfinies à l'avance dans son plan. Alors, bien évidemment, qui vont changer en fonction des circonstances, mais au moins on les prépare et on les connecte surtout avec et le réseau bancaire, privé, public, avec les fonds de dette, avec les acteurs du financement RBF et avec tout cet écosystème que bien souvent ils ne connaissent pas très bien. Merci beaucoup Frédéric. Pierre, si tu veux. Oui, très rapidement, tu avais très bien introduit. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Vraiment ravi d'être ici. Donc, comme l'a dit Charles, chez Silver, on a vocation à venir financer les entrepreneurs du numérique, puisqu'on pense qu'ils sont particulièrement mal servis aujourd'hui par l'écosystème qui existait par ailleurs. Et donc, à titre personnel, mon métier, comme l'a très bien décrit Clémence, c'est de parler tous les jours justement à ces fondateurs, ces créateurs d'entreprises, de comprendre comment on peut les accompagner. Alors, on le fait d'une manière un peu atypique, qui est en venant projeter leurs revenus futurs et leur apportant du financement là-dessus, plutôt que basé sur des assets ou des collatéraux comme le feront des acteurs plus traditionnels. Et donc, très heureux de répondre aux quelques sujets qu'on a prévus aujourd'hui. À ton tour, Charles. Ouais, merci beaucoup. Je pense que voilà, tout le monde a des sujets très très différents et au final dans le même écosystème. C'était aussi ça l'objectif, c'était d'avoir des visions sur différents aspects du financement parce qu'évidemment il n'y a pas que les VC, il n'y a pas que la dette bancaire, il n'y a pas que la BPI ou autre. Donc voilà, on a préparé une série de questions. La première, elle est assez large, mais je pense qu'elle est assez importante puisque depuis le début de l'année, et je pense que s'il y a quelques entrepreneurs parmi nous, ils le savent, le contexte a beaucoup évolué. Au-delà du contexte du financement, le contexte économique. Et donc, du coup, moi, en première question, j'aurais voulu avoir à tous les trois votre vision sur le marché actuel, alors que ce soit côté dette, côté equity, savoir si les critères d'investissement ont changé, si la typologie des boîtes ont évolué, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse c'est une question assez large, mais je pense que vous avez une idée déjà d'une partie de la réponse, donc je vous laisse prendre le lead là-dessus. Est-ce que l'un d'entre vous, si vous voulez. Clémence, vas-y. Donc peut-être pour parler donc du contexte que tu mentionnes, donc effectivement qui a changé depuis le début de l'année. C'est très intéressant en fait de discuter notamment avec les administrateurs judiciaires. Donc je ne sais pas si vous savez ce qui sont ces personnes, c'est celles qui s'occupent des dossiers des sociétés en difficulté et donc ils observent vraiment depuis le début de l'année beaucoup plus de startups plutôt petites qui, ce qu'on dit, passent au tapis de façon familière, donc qui vraiment déposent le bilan et qui arrivent très très tard en fait dans leur situation de manque de cash. Et donc, c'est même plus possible de concilier, de trouver des solutions pour les sauver. Donc, les startups arrivent très tard quand elles sont en difficulté pour passer au tapis, pour déposer le bilan. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qu'on voyait très peu finalement dans les 2 dernières années. Et puis, il y a des plus grosses startups qui, elles, arrivent avec très, très peu de runway, très peu de cash, qui disent, il me reste 2-3 mois de cash, aidez-moi à trouver des solutions. Et en fait, 2-3 mois de cash, aujourd'hui, c'est quand même compliqué, notamment, on en reparlera côté equity, de trouver des solutions de financement. Donc voilà, nous, déjà, c'est ce qu'on comprend en tant que business angel et ce qu'on entend aussi de la bouche des administrateurs judiciaires. Donc, je pense que c'est vraiment important en tant qu'entrepreneur de comprendre que si on a une visibilité cash assez courte, qu'on a 2-3 mois de runway,
c'est déjà très, très tard. Et donc, c'est vraiment un message qu'on veut tous les quatre, vous faire passer aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est sur la situation. En termes de financement d'equity, je pense qu'on en parlera plus en détail, mais en soi, les critères pour financer une entreprise n'ont pas changé. On regarde toujours l'équipe, la capacité de l'équipe à créer un projet, à monter un projet, à être dans l'opérationnel, à surmonter les échecs, à pivoter, à être ouvert, à être à l'écoute. Ça, on le regarde toujours. On regarde toujours le marché, la taille du marché du projet qu'on étudie. On regarde toujours l'ambition du projet. Donc, ce qu'on regarde ne change pas. Après, effectivement, comme le contexte a changé, donc les marges sont attendues d'être assez inférieures. Trouver de la dette, se financer avec de la dette va être plus cher. Voilà, il y a beaucoup d'événements qui font que quand on regarde les mêmes critères, on le regarde avec un œil plus sceptique, on va plus creuser, on va plus challenger. Et puis surtout, cette équipe sur laquelle on parie en tant que business angel, c'est-à-dire très early, on a besoin de savoir comment elle va se financer dans les prochains mois. Et donc là, évidemment, comme le financement est plus compliqué, l'analyse du dossier va être différente. Très clair. Et donc ça, c'est une vision assez, plutôt equity. Et tu parlais de la dette bancaire. Toi, Frédéric, chez Super Capital, vous faites justement cet effet de levier avec l'equity pour aller chercher cette dette-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu plus complexe? Est-ce que justement les taux ont grimpé? C'est quoi ta vision là-dessus? Oui, en fait, on va dire que depuis, en grosso modo, au mois de mai-juin, en fait, il y a eu un changement. On l'a senti venir, ça a commencé à arriver sur le marché. Aujourd'hui, très clairement, la prise de contact début septembre avec les banques, c'est l'ensemble des services bancaires, innovation, sont plus en train de gérer les moratoires et les redressements judiciaires que d'initier des nouveaux dossiers pour aller lever des fonds non dilutifs. Donc, grosso modo, je suis évidemment complètement d'accord et aligné avec ce que vient de dire Clémence. Sur l'augmentation des taux, ce qu'on remarque, c'est qu'évidemment, par anticipation, certaines banques, avant même d'avoir mal, ont commencé à remettre entre 0,5 et 1 point de taux additionnel. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, parce que pour rappel, on est dans une baisse historique des taux depuis de nombreuses années, et que ce n'est pas très bon pour l'économie. C'est-à-dire que quand l'argent ne vaut rien, ou quasiment rien, on était quand même sur des taux de financement à Euribor négatifs. Donc, placer de l'argent aujourd'hui dans les banques, c'était plutôt un pain qu'une chose positive. Donc, on va revenir avec l'augmentation des taux sur des normes plus, on va dire, plus de marché plus honnêtes et qui correspondent plus à la réalité. Et ça, c'est une première bonne chose. Souvent, les entrepreneurs me disent, est-ce que vous avez un effet de levier sur la négociation des taux? Honnêtement, c'est pas trop le débat. Aujourd'hui, on cherche surtout à trouver du financement, point. C'est-à-dire que qu'on emprunte à 2,50 ou à 3, honnêtement, c'est pas trop le débat. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est trouver du financement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on remarque que dans l'écosystème des startups, les startups s'organisent. Effectivement, elles regardent le runway, elles regardent quelle est la perspective BP, donc elles revoient à la baisse. Donc, on observe vraiment un comportement des startups où ils disent, OK, on réduit la voilure, on voulait ouvrir 3-4 sites, on voulait lancer 3 produits, finalement, on va en lancer qu'un, on va refaire notre BP et on va réclamer en fait quelque chose de plus proportionné. Donc, elles font des bridges d'equity avec leurs investisseurs dans la cap table actuelle, voire en rajouter un ou deux. Et avec ce montant-là, on refait un effet de levier non dilutif pour passer la crise et passer à l'étape numéro 2. Donc, globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, il y a quand même des boîtes qui partent au tapis, comme l'a dit Clémence, très clairement. Et il y en a d'autres qui anticipent le sujet et vont s'organiser pour pouvoir passer la crise. Au-delà de tout ça, je pense que, et c'est la raison d'être, notamment de Silver avec le RBF, mais également tous les autres dispositifs qui viennent disrupter un petit peu le marché classico-classique des banques, d'arriver à trouver des solutions pour pouvoir justement sortir du classico-classique des banques et dont elles sont, faut le reconnaître, prisonnières d'un scoring qui est assez vieux, qui existe et qui est très bien, qui est le système du scoring de la Banque de France, mais qui ne permet pas d'avoir une analyse en fait forward sur l'ensemble du périmètre commercial. Et donc là, je pense que je fais une très bonne transition pour Pierre, pour qu'il puisse parler justement de ce dispositif. En effet, je pense que Pierre, tu vas pouvoir enchaîner là-dessus, sachant que dans la liste des questions, il y en a une, et tu en as parlé un petit peu, Frédéric, qui était
le runway, donc augmenter en fait son runway. Comment on fait pour faire en sorte d'avoir un peu plus de cash d'avance quand on n'est pas une boîte rentable. Pierre, chez Silver, comment ça se passe? Oui, alors je vais répondre avec Silver, mais je vais répondre aussi avec ce qu'on voit sur le marché. Donc effectivement, donc je suis évidemment totalement d'accord et aligné avec ce qu'ont pu dire Clémence et Frédéric. Et finalement, le mot que j'aimerais retenir, c'est un peu celui de réapprendre la façon dont on pilote nos sociétés et de se donner de l'optionnalité, de diversifier ses sources. Donc quand je dis réapprendre, on est, comme le disait Frédéric et Clémence, sur une tendance, hein, c'était sur les 10 dernières années où finalement le cash valait de moins en moins. Et donc, en fait, on pouvait très rapidement venir lever du cash de différentes façons. Et les vannes du crédit étaient un peu totalement ouvertes avec le pic qui a été 2021 assez clairement. Alors, en réalité, du cash, il y en a encore plein dans l'écosystème puisque le pic a été atteint en 2021 et tout n'a pas été dépensé. Hein. Les VC ont monté plein de fonds juste en 2021, notamment. Les banques également ont encore beaucoup de dépôts. Par contre, le risque qui est associé avec le fait de prêter a changé, ou la perception du risque en tous les cas qui est associée à changer, et l'écosystème économique également. Et donc réapprendre, finalement, on réapprend que l'argent a une certaine valeur et que ça représente un coût en termes de dilution. Si on va chercher un equity, un coût en termes de coût financier si on va chercher de la dette. Et donc, optionnalité, sur cette question, hein, Charles, de quel est le bon niveau de runway, le bon niveau de runway, c'est celui qui permet de piloter son activité, qui permet de garder la possibilité de faire appel à différentes sources de financement. Comme le disait Clémence, c'est sûr que si on démarre aujourd'hui un tour d'equity avec 3 mois de runway, on est très, très mal barré. Et on va clairement pas avoir de choix. Donc finalement, on a 0 option. Il va falloir accepter à peu près n'importe quoi, pour être clair, ou sinon c'est la fin du projet, de l'aventure qu'on avait commencé. A contrario, si on aborde une levée de fonds avec 12 mois de runway, là on a toutes les options sur la table et on va avoir le choix. Et donc l'aspect sur lequel j'insisterai, c'est cette notion d'optionnalité. Aujourd'hui, dans un contexte d'incertitude, votre rôle, la chose selon moi qu'il faut que vous focalisiez, c'est de garder un maximum d'optionnalité à tout moment. Et donc de la même manière, sur les sources de financement, il n'y a pas une source de financement qui in fine est meilleure qu'une autre. Elles sont toutes complémentaires selon moi, pour financer également différentes choses, hein, que vous venez financier des dépenses de capital ou alors des dépenses opérationnelles, c'est évidemment pas la même source laquelle il faut que vous fassiez usage. Et donc l'important, c'est surtout de mixer ces sources de financement de manière à garder un maximum d'options ouvertes. Et la chose que l'on voit encore malheureusement en 2022, où certains entrepreneurs n'ont pas adapté suffisamment, c'est qu'ils avaient une source de financement qui fonctionnait très bien jusque-là, qui pouvait être de l'equity, qui pouvait être de la dette bancaire, et qui tout d'un coup, ils se retrouvent avec un interlocuteur en face d'eux, alors le banquier ou alors le VC, qui leur dit non, je suis trop exposé chez toi, je vais plus remettre. Et en fait, ils n'ont jamais envisagé le fait que cette source-là ne fonctionne plus. Et donc, ils n'ont plus d'options. Et c'est ça finalement qui est assez dramatique et qui nous rend assez tristes, hein, nous, au quotidien, c'est de ne pas avoir assez anticipé le fait que cette option qu'ils avaient n'est plus valable. Ou alors, en tous les cas, qu'il faut avoir diversifié. Et donc, c'est là-dessus que je reviendrai. Et si on peut retenir quelque chose, aujourd'hui, hein, vraiment, c'est cette notion de diversification de vos sources de financement. C'est vrai qu'il y a un use case assez parlant, c'est de dire, voilà, j'ai différentes sources de financement, j'adresse différents postes de coûts. Parce qu'évidemment, l'equity, la dette bancaire, je vais mettre du temps à venir l'activer et potentiellement d'autres sources un peu moins. Et donc, il y en a certaines que je rembourse, d'autres que je rembourse pas. Alors, forcément, c'est faire ce jeu de qu'est-ce que j'adresse, où, comment, etc., etc. Ça, c'est des use cases. Toi, Clémence, sur les participations, ou en tout cas sur les analyses que tu fais des différentes boîtes que vous voyez passer avec Leia Capital, est-ce que ce sont des sujets, des use cases que ces founders-là te remontent ou alors ils restent dans une vision encore assez fermée entre il faut que du VC ou que de la dette bancaire ou autre? Je pense que c'est sûr que cet équilibre entre les différentes sources de financement, elle est clé. Après, tous les business ne permettent pas de faire appel à tous les types de financement. Par exemple, le financement en dette bancaire va être extrêmement différent pour un business qui fait que du cash burn et un business qui va avoir une rentabilité plus rapide. Donc là-dessus, ça paraît assez évident à dire, mais en fait,
et je reviens sur la visibilité du runway, la visibilité de son cash, etc. Quand on construit un business plan et qu'on est en mensuel et qu'on a mis que le cash arrivait tel mois et qu'en fait, on n'a pas réfléchi que l'equity, si elle arrive tel mois, bah, la dette, elle va arriver au moins, et Frédéric, corrige-moi là-dessus, mais au moins 2-3 mois après, vraiment en cash sur le compte en banque. Donc, il y a quand même vraiment du reality check à faire en parlant aux autres entrepreneurs, en parlant à ceux qui ont de l'expérience. Et donc, nous, c'est vraiment ça qu'on apporte à tous les entrepreneurs qu'on rencontre, où et voilà, ils cherchent vraiment à avoir des insights sur, OK, donc là, finalement, la documentation de la levée, votre expérience, c'est combien de temps? En fait, notre expérience, ça peut être 2 mois, la documentation de la levée. Entre le jour où vous avez votre cap table, tout le monde a dit OK, et le jour où tout le monde a signé, personne n'est parti entre-temps parce que les termes ne convenaient pas et que l'argent est versé sur le compte, c'est 2 ou 3 mois. Et ça, c'est normal, ça arrive souvent. C'est vraiment la moyenne qu'on observe. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, il peut y avoir l'été, les banques sont fermées. Ensuite, on va chercher de la dette. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est très important d'être vraiment en contact avec le terrain, de bien le comprendre, pour certes diversifier ses sources de financement, mais comprendre les spécificités de chacune de ces sources, le timing, et comme on l'a tous dit aujourd'hui, anticiper le temps que ça va prendre. Je me permets de rebondir là-dessus parce que du coup, ça c'est une clé absolument fondamentale que Clémence a mis en avant, c'est le timing. Il faut vraiment, pour avoir une vision du timing, il faut évidemment un business plan. Alors là, moi je suis un ancien directeur financier, donc je remets la casquette opérationnelle financière, mais les projections de cash, c'est hyper important. Les divers scénarios, c'est hyper important. Mettre un montant à un instant T en equity ou en non dilutif, et il faut avoir un plan B et un plan C, parce que si jamais ça n'arrive pas, comme Clémence vient de le dire, ça arrive 2 mois plus tard, quand on est à 2 mètres du buffet, c'est quand même dommage de plier la boîte parce qu'on n'a pas prévu le coup. Donc tout ça, ça se modélise, ça s'anticipe, ça se réfléchit. Des fois, il vaut mieux réduire un petit peu la croissance, parce que la croissance, c'est une dépréciation de cash aussi, pour la plupart des boîtes. Donc, il faut arriver à jouer sur l'ensemble de ces leviers-là. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, c'est Super Capital, nous, on anticipe le point du timing sur le non dilutif. C'est-à-dire qu'on intervient d'une manière concomitante à la levée. Parce que, à juste titre, comme l'a dit Clémence, si après avoir bouclé l'equity, il faut remettre le couvert pour 2-3 mois et faire le non dilutif, déjà l'entrepreneur qui a passé 6-8 mois en levée, il est rincé, il n'a plus du tout envie de repartir dans un roadshow pour le non dilutif. Donc en fait, la sagesse, c'est d'arriver à bien administrer l'equity et le non dilutif d'une manière globale. Au final, c'est de l'argent. Donc voilà, c'est juste une case différente, mais il faut arriver à avoir cette vision-là et packager cette vision-là pour comprendre quels sont les enjeux et surtout ne pas prendre du retard et ne pas différer le process. Hyper clair. Toi, de ton côté, Pierre, donc les startups qui arrivent et qui postulent chez Silver ont en général déjà levé en equity, ont en général sont déjà allés chercher la banque, n'ont pas fait encore. Enfin, quel est le timing en fait, comment on arrange son timing? Par quoi on commence en fait, comme par source de financement, par celle qui va prendre le plus longtemps, on se sert de l'autre pour leverager celle d'après. Comment on fait? Oui, alors les profils sont évidemment divers et variés. Comme l'a dit Clémence, toutes les sociétés suivent pas du tout le même chemin pour arriver au même résultat. Et certains vont effectivement avoir recours à toutes les sources, mais pas du tout dans le même ordre. Un dossier n'est pas dès le départ forcément bankable pour un VC. En fonction du stade, très early, on va s'assurer avant tout d'une équipe et d'une idée. Un peu plus tard, on va commencer à regarder les métriques opérationnelles. Beaucoup plus tard, on va ne regarder que les métriques opérationnelles. Certaines activités, au début, on n'a pas trop envie de parier sur l'équipe pour X raisons. Et finalement, quelques années plus tard, les métriques opérationnelles font qu'on a tout à fait envie de parier sur l'activité. A contrario, sur la dette et où un banquier peut tout à fait décider de parier sur l'équipe initialement, ne serait-ce que leur accordant un découvert. On a beaucoup d'entrepreneurs, nous on est assez surpris, qui n'ont même pas été demandés ne
serait-ce qu'un découvert bancaire auprès de leur banque, qui est en soi un moyen très opérationnel de générer de la trésorerie, et qui est un excellent point de départ avant de négocier un prêt potentiellement auprès de la banque. Donc, il y a plein de leviers pour arriver au résultat. Et donc, pour répondre un peu plus précisément à ta question, Charles, on a souvent quand même des entrepreneurs qui viennent nous voir après une levée. 45% des entreprises que finance Silver aujourd'hui ont levé en equity, donc en dilutif au préalable. Pour certains, des petits montants en seed, pour d'autres, des gros montants, plusieurs dizaines de millions, et viennent compléter avec de la dette. Comme on a des entrepreneurs qui viennent pour la toute première fois lever de l'argent. Ça nous arrive. Et comme on a, je dirais quand même les 90% qui ont déjà opéré quelque chose auprès de leur banque, donc soit un prêt plus ou moins long terme, soit juste des facilités de type découvert. Hyper clair. Sur ces sujets-là, parfois, donc évidemment, Pierre, tu en as parlé, il y a certaines boîtes qui sont VC friendly et d'autres non. Comment on fait pour savoir, et ça peut-être Clémence, tu peux nous éclairer là-dessus, comment on fait pour savoir si justement on peut ou non avoir accès à ces typologies d'investissement? Parce que évidemment, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Oui, en fait, déjà, le VC arrive souvent dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'avant les VC, il y a les business angels. Les business angels, eux, peuvent financer des boîtes qui ont plusieurs types de critères. Les critères que vont regarder les VC, donc pour savoir si la boîte va rentrer dans cette catégorie-là, si on peut dire, c'est vraiment des modèles qui sont scalables. En fait, la différence entre un VC et un autre financeur, c'est que le VC, lui, gagne de l'argent sur sa sortie potentielle, et donc le fait que l'entreprise va prendre de la valeur entre le moment où le VC est rentré et le moment où il va sortir. Donc, c'est le métier d'un VC, c'est de revendre, de sortir lorsque la société coûtera plus cher, aura une valeur supérieure. Donc, avec ça, et ils veulent le faire dans un temps assez réduit. Donc, c'est ce qui fait que les VC vont vers des boîtes qui sont scalables. Donc, ils vont prendre de la valeur très rapidement. Il y a d'autres financeurs qui, eux, recherchent de la rentabilité avant tout et qui sont prêts à rester très longtemps dans l'entreprise, ne regardent pas forcément la valeur de l'entreprise et la vitesse à laquelle cette valeur grossit, mais veulent des dividendes pendant 10, 20, 30 ans et sont très contents avec ça. Ça, ce n'est pas les VC. Donc déjà, il y a différents types de business. Après, les business angels, eux, donc, qui arrivent en amont, donc nous, chez Leia Capital, on est des business angels, on va investir dans ces sociétés aussi dans l'optique de sortir. C'est vraiment aussi le métier d'un business angel. Donc nous, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde un dossier, on va essayer de regarder quelle va être l'equity story de ce dossier, l'equity story de cette société. Donc l'equity story, c'est quelle va être l'évolution de la cap table et de la valeur de la société dans les prochaines années. Donc c'est quelque chose sur lequel on a besoin que le fondateur ait une vision. On a besoin, quand le fondateur vient voir les tout premiers investisseurs, qu'ils puissent nous dire, nous, cette année, on a besoin de tant d'argent pour faire ça et ça, et l'année prochaine, dans 18 mois, on aura besoin à nouveau d'aller chercher des investisseurs pour faire telle et telle chose. Donc, peut-être que ça ne se passera pas comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on regarde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les critères ne changent pas, mais on a besoin de s'assurer que cette équipe et que ce projet va pouvoir continuer à se financer avec des investisseurs qui vont rentrer et que la société va prendre de la valeur dans les 2, 3, 4, 5 années qui suivent. Hyper clair. Merci beaucoup Clémence. Merci à tous les trois. Je pense que on a finalisé la première partie avec les questions. L'idée, ce serait qu'on puisse aussi donner la parole on a plus d'une centaine de participants et on a déjà eu quelques questions qui sont tombées dans le chat. Donc, si vous voulez bien, on passe là-dessus. Il y en a une première de Dania qui parlait du timing sur la dette. Je crois que Pierre, tu en as un petit peu parlé, mais potentiellement, Frédéric, si tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur qui active en premier. Est-ce que c'est d'abord la banque? Est-ce que c'est d'abord la BPI? Au sein même en fait de la partie dette, comment vous fonctionnez chez Super Capital? Alors, sur cette partie du timing, effectivement, elle est très, très importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il
les banques de l'innovation vont s'adosser en fait sur la validation au préalable de la BPI sur le caractère innovant des dossiers. C'est très compliqué de monter un dossier et de faire une demande à une banque de l'innovation si la BPI n'est pas partie prenante en fait de l'histoire. Alors, ça peut être la BPI ou modulo la Caisse des dépôts par ailleurs aussi dans certaines régions, mais on va dire que majoritairement, c'est la BPI. Sur ce point-là, évidemment, on encourage toutes les startups à aller faire une demande à la BPI dès qu'elles créent leur boîte pour, dans le domaine de la tech, d'aller chercher la bourse French Tech. C'est le premier levier. Une fois que ça, c'est fait, après, derrière, on fait la levée en pré-seed. Sur cette levée en pré-seed, on va aller faire financer notamment la recherche et développement avec le pré-innovation R&D. Et tout ça est un espèce de mécanisme qui s'enclenche et qui vient en fait s'enclencher d'un côté de la BPI et de l'autre côté avec les pools bancaires qu'on peut monter par ailleurs. Donc nous, la manière dont on fonctionne est très claire chez Supercapital. Quand on prend un dossier, s'il n'y a pas de dossier BPI déposé, on le dépose. Une fois que c'est validé à la BPI, on en informe en fait là où les banques qui souhaitent participer au tour sur la partie non dilutif et qui viennent s'asseoir sur l'effet de levier de l'equity qui est levé en pré-seed ou en seed. Je dis toujours, s'il n'y a pas de carburant dans la bagnole, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'equity à la base. D'ailleurs, la bourse French Tech, si vous n'avez pas 30 000 € en fait, de levée en equity et de trésorerie, d'ailleurs, par ailleurs, vous ne pouvez pas obtenir la bourse French Tech. Donc, c'est important aussi de le comprendre et d'avoir ces dispositifs-là. Donc, ce timing est très important. Il faut le respecter. Il faut vraiment l'anticiper et en avoir bien conscience pour ne pas perdre de temps. Parce que le temps, moi je dis souvent, le temps des banques, ce n'est pas le temps de l'entrepreneuriat. C'est pas qu'elles veulent pas en fait répondre tout de suite, c'est qu'elles ne peuvent pas. Elles ont des critères à respecter, elles doivent remplir un certain nombre de critères d'éligibilité et si ça coche pas les cases, en fait, il y a un blocage et donc ça part dans les process et les méandres de l'approbation des comités des risques, ça devient compliqué. Donc c'est très important dans ce timing-là de respecter l'ordre des choses et d'aller maximiser les enveloppes, c'est ce que nous on fait au quotidien pour aller chercher le maximum pour les entrepreneurs. Ok. Merci beaucoup Frédéric. J'ai d'autres personnes aussi qui adressent un sujet. Donc on a notamment Nathalie et Dimitri qui parlent sur la partie equity. Et donc ça, je pense que Clémence, tu vas pouvoir nous aider sur les valorisations. Depuis le début de l'année, évidemment, avec le contexte actuel, ces valorisations ont été vues à la baisse. On l'a vu sur de très grosses boîtes en fait, notamment. On peut aller citer par exemple Klarna, qui a fait beaucoup de bruit aussi sur sa dernière levée. Comment ça se passe de votre côté au niveau des valorisations et donc de la dilution sur des boîtes que vous allez accompagner en equity? En fait, tout ce que tu dis, effectivement, on l'observe. La baisse des valorisations qui est finalement, la valorisation reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus, à générer de la marge sur les années qui arrivent. Donc, si on regarde le forecast et on regarde de quoi est capable l'équipe et l'entreprise, les marges vont automatiquement, avec la situation, être vouées à diminuer. Donc, on a une augmentation du coût de l'énergie, on a pas mal de problèmes en supply, on a une augmentation du coût de la dette. Donc il y a des choses qui aujourd'hui sont là et qui vont rester sur les prochains mois, qui font que les marges des entreprises vont diminuer. Donc ça, c'est vraiment mécanique. L'autre chose, c'est qu'on a observé une inflation des valorisations sur les dernières années, et donc on le disait tout à l'heure, qui était quand même des années assez anormales par rapport à l'avant-crise, l'avant-Covid, disons 2020-2021. Donc là, on est simplement en train de revenir à une analyse plus raisonnée et à des valorisations plus raisonnables. Donc c'est sûr que, en fait, l'objectif pour l'entrepreneur aujourd'hui, c'est certes de maîtriser sa dilution et donc de ne pas faire rentrer un investisseur à une valorisation trop basse, mais c'est quand même de faire rentrer les investisseurs à une valorisation raisonnable, à une valorisation justifiée, à quelque chose qui s'explique par l'activité de son entreprise et par les marges qu'il va pouvoir générer. Si la valorisation est totalement inexplicable, peut-être qu'il va trouver des investisseurs aujourd'hui, et notamment des business angels. Le tout début, ça peut être un petit peu plus simple. Quand Frédéric le mentionnait, et Pierre aussi, on n'a pas encore les métriques opérationnelles, donc on peut mettre des paillettes, c'est super, sauf que le prochain tour, quand on aura les métriques opérationnelles, quand on aura le vrai calcul de la marge, on ne pourra plus emballer ça avec plein de paillettes. Les investisseurs suivants ne voudront pas rentrer à une valorisation beaucoup plus élevée que les investisseurs précédents. Et là, on arrive à des grosses difficultés pour trouver des financements d'equity.
Hyper clair. Et ça, d'ailleurs, donc une fois qu'on a réussi à lever à la valorisation qui nous convient bien sur la partie equity, quelle est, donc ça c'est une question de Thibaut, quelle est en général pour un en equity, combien derrière on va réussir à récupérer en levier bancaire? Est-ce que c'est 0,5, 0,75? Est-ce que c'est 1 pour 1? À quoi ça ressemble? Donc cette question-là, c'est la question, on va dire, sur la partie non dilutive. Alors, pour faire clair, sur, on va dire, 1 euro d'equity levé, ce que nous on dit, avec la BPI, dans le dispositif de prêt, j'entends, hein, pas de subvention, je dis juste de prêt, et avec les pools bancaires des banques de l'innovation, nous on dit l'effet de levier de 40%. D'accord ? C'est ce qui est observé sur le marché aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été comme ça, donc on a encore la fin de la queue de l'engouement en fait des 24 derniers mois. On nous dit maintenant, mais je peux lever du 1 pour 1, etc. Il y a eu sur certains dossiers, ça a été vrai, mais vous pouvez discuter avec n'importe quel gars à la BPI et on va dire non, mais le 1 pour 1, vous oubliez. En fait, le point dur de l'histoire, c'est que le 1 pour 1, c'est le maximum de l'exposition de la BPI sur un dossier. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais vous prêter avec la contre-garantie bancaire et les dispositifs de la BPI au-delà du 1 euro d'equity que vous avez levé. Donc ça, c'est quand même le premier point à bien comprendre et vraiment à intégrer. Après, sur les effets de levier de la base de l'equity, on peut faire d'autres effets de levier. On peut faire entrer de la subvention, qui sont quasi fonds propres. On peut augmenter le 40% au-delà de la limite, et notamment sur des systèmes qui sont intéressants, ce qu'on appelle, nous, le leaseback, le refinancement d'actifs. Quand il y a été des actifs corporels qui ont été dépensés en interne sur fonds propres, on va aller les refinancer auprès de leasers, crédit bailleurs, porteurs financiers, etc. Et là, on peut aller déleverager. Et après, pour terminer, pour être tout à fait complet sur le sujet, quand on est sur un business que moi, j'affectionne particulièrement parce que je viens de cette industrie-là, le hardware as a service, donc le mode locatif en fait d'un actif corporel, ça peut être des voitures, ça peut être des meubles, ça peut être des frigos, ça peut être des laptops ou des téléphones portables, eh bien, on peut maximiser cet effet de levier. On va dépasser le x1. On peut même, moi, j'ai monté des dossiers, même à titre personnel, parce que je suis aussi entrepreneur par ailleurs, où j'ai été jusqu'à des x8, x10. Donc c'est possible. Après, j'engage à la prudence, ce qui est vrai à un instant T ne reflète pas toujours la réalité sur les années à venir. Parce qu'à un moment donné, l'exposition en termes de levier, c'est différent l'exposition en termes d'euros. C'est-à-dire qu'on peut faire un effet de levier sur 100 000 euros d'equity, c'est une chose d'arriver à 600 000 euros de dette, mais quand vous commencez à avoir 90 millions d'euros de dette, c'est quand même une autre story. Donc la banque, elle va regarder son exposition aussi globale. Donc, on est sur du 40%, on peut déleverager avec un peu plus, on peut aller chercher même beaucoup plus en fonction de l'industrie, mais grosse maille, c'est un petit peu ça. Très clair. Une fois qu'on a récupéré donc au final tout cet argent, on s'est mis d'accord sur la valorisation, sur son ratio debt equity, etc. On a donc une visibilité sur son runway. On en parlait tout à l'heure avec Pierre. J'ai notamment Juliette dans le Q&A qui demande c'est quoi en fait le nombre de mois qu'il faut avoir de visibilité sur son cash pour justement piloter correctement son entreprise et se dire voilà j'ai assez pour atteindre tel milestone. C'est quoi on est sur quel à quoi ressemble le runway en fait idéal? Alors, je vais commencer à répondre et je pense qu'après, ça sera super si Clémence en particulier, tu peux reprendre. Mais je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle, Juliette. La bonne réponse, c'est celle qui vous permet d'anticiper. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dès lors que vous continuez en permanence à parler à vos différents interlocuteurs financiers, je veux dire les différents interlocuteurs qui sont en mesure de vous accompagner sur vos financements et que vous avez en permanence en tête la réponse qu'ils vont vous donner sur à quel moment il faut revenir vers eux, le cas échéant, en fonction des projets dont vous leur faites part, vous avez ce qu'il faut. Et que vous êtes évidemment dans la time frame la zone temporelle qui vous indique. Si le VC qui vous accompagne et qui vous donne tous les signaux qu'ils sont tout à fait prêts à continuer à vous accompagner sur le prochain tour et à vous faciliter les intros du lever qui sera peut-être le lead du prochain tour parce que ça sera plus eux, vous dit qu'il faut que vous ayez telle position de cash et tel type de metrics afin d'envisager le prochain tour, tant que vous êtes dans la zone qui vous est donnée par cette personne, c'est que vous êtes bien.
parler peut-être pas que à elle, aller également parler à 2-3 autres personnes pour valider que c'est pas une vue qui est complètement bizarre par rapport à la vue de l'industrie, mais en tous les cas, c'est ça la réponse. Et si cette personne vous dit que c'est 9 mois, ça veut dire que vous devez commencer à vous inquiéter à 10. Si vous avez un banquier qui est prêt à vous accompagner, qui vous donne toute la certitude et les engagements qui peuvent vous accompagner jusqu'à telle limite, et que du coup, tant que votre dossier ressemble à ces critères X, Y, Z, et que vous êtes dans ces critères-là, et que vous n'avez pas atteint ce que le banquier vous dit, vous êtes plutôt pas mal. Donc, il n'y a pas trop à vous soucier, et ainsi de suite. L'important, c'est que vous ne soyez pas lié à une seule source, et que tout dépende d'une seule source. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et que surtout, en permanence, vous assuriez que les critères qui étaient vrais il y a un an, peut-être sur lesquels vous avez basé votre business plan il y a un an, comme le disait Frédéric, que vous alliez un peu les challenger de temps en temps, que vous vous assuriez qu'ils sont toujours à jour et que côté de vos interlocuteurs, ça n'a pas changé drastiquement, puisque encore une fois, il y a quand même eu des changements assez massifs. Peut-être que le banquier qui était tout à fait heureux d'avoir une exposition importante sur votre activité l'année dernière, pour X raisons, parce que leur portefeuille a évolué, parce que la politique de la banque a pu évoluer sur les 6 derniers mois, n'est plus tout à fait en fait à l'aise avec le fait de continuer sur la ligne qui vous avait indiquée. Donc c'est surtout rester proche en fait de vos interlocuteurs. Les choses changent pas mal et on est encore, pour nous, on prédit en tous les cas sur 2023 quand même une zone d'incertitude qui va persister. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui nous font dire que ça va revenir à la normale entre guillemets, avec les grosses guillemets sur qu'est-ce qu'était la normale, et 2021 n'était pas une normale. Mais du coup, on n'est pas sur une ouverture à fond des crédits en 2023 pour ce que l'on voit pour l'instant. Et donc, assurez-vous que vous avez bien la conversation qui est ouverte avec certains interlocuteurs, que vous n'ayez pas une surprise le moment venu. C'est surtout ça sur lequel il faut insister. Donc, la position de Runway, elle est dépendante de à quel point également les interlocuteurs que vous avez, et maximiser le nombre d'interlocuteurs que vous avez, sont prêts à vous accompagner sur les conditions qu'ils vont vous donner. Ouais, Super clair. Est-ce que... Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, Pierre. Et en fait, dans la question de Juliette, il y a 2 choses. Il y a déjà, avoir la visibilité, qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Donc, c'est déjà hyper important de vraiment suivre ces forecasts de trésorerie et d'avoir conscience du cash qu'on burn tous les mois, etc. Voilà, ça, c'est vraiment des choses que nous, évidemment, en tant qu'investisseurs, on regarde. Mais voilà, c'est vraiment pour vous, pour gérer votre entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut revenir, et je crois que c'est Frédéric, tu le disais, aux fondamentaux de la gestion de l'entreprise, qui est quand même de gérer son forecast de trésorerie, de savoir du coup combien de mois on a en runway, de le savoir à chaque instant, et en fonction de ces données-là, de pouvoir aller voir les bons interlocuteurs. Donc voilà, je pense que c'est déjà super important de l'avoir en tête. Je rebondis juste aussi sur une petite question de Dimitri sur l'expertise ou la non-expertise d'investisseurs dans les projets, parce que je trouve que c'est une question intéressante et qui est aussi intéressante pour ce que peut dire Frédéric sur la partie dette. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, notre métier, c'est pas d'être un méga expert dans chacun des secteurs. Ceci étant dit, notamment dans les VC sont hyper calés sur les secteurs dans lesquels ils investissent. En tout cas, les bons VC qu'on rencontre connaissent extrêmement bien l'industrie. Les acteurs de l'industrie ont des exemples, énormément d'exemples de boîtes qui ont réussi, qui ont moins réussi. Ils analysent énormément les business cases. Donc, un VC qui, lui, est professionnel, organisé, avec des équipes et qui se spécialise sur un secteur, va hyper bien connaître ce secteur. Il va d'ailleurs, et c'est ce que Pierre disait, pouvoir vous mettre en contact avec les bons contacts du secteur, la bonne banque qui aime bien ce secteur, qui le finance bien, le bon interlocuteur dans la bonne banque, etc. Le bon investisseur qui peut prendre au tour d'après. Donc, ils arrivent quand même, enfin les VC, moi j'en ai rencontré qui connaissent extrêmement bien les secteurs. Après, nous, en business angel, c'est différent, notamment chez Lia Capital, on fait tout ça on top de notre job full-time, donc c'est soir et week-end quand on arrive à trouver du temps. Nous, notre façon de travailler, et c'est la plupart de la façon de travailler des BA, c'est qu'on a déjà notre propre expertise, chacune dans un secteur dans lequel on a potentiellement travaillé avant. Donc, chez Lia Capital, à nous toutes, on a énormément d'années d'expertise dans plein de secteurs différents, plein de compétences. Et puis, on a aussi notre réseau. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder
un dossier dans le e-commerce, soit l'une d'entre nous est spécialisée dans le e-commerce et va pouvoir avoir un regard intéressant dessus, soit on fait appel à un ami et on contacte notre réseau pour avoir quand même pouvoir poser des questions sur le marché, sur le secteur, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais après, on a un œil qui s'aiguise au fur et à mesure de l'expérience qu'on a de business angel sur ce que je disais encore une fois, la capacité de l'équipe à gérer son projet, la capacité de l'équipe à présenter son projet et donc aussi à se financer plus tard. Donc, c'est tout ça qu'on garde. Super. Écoute, merci Clémence. Je pense que c'était une bonne dernière réponse. Il est déjà l'heure. Donc, du coup, on va terminer ce webinaire. Pour les questions, il reste quelques questions auxquelles nous n'avons pas répondu. On le fera après la présentation. Sachez aussi que vous aurez pour tous les participants, le replay sera disponible une fois terminé. Merci encore. Clémence, Frédéric et Pierre, c'était en tout cas moi j'ai appris plein de choses. Si jamais parmi les participants vous avez toujours des questions à poser, n'hésitez pas. Je pense que vous avez les emails de chacun d'entre nous ici. Et puis on se retrouvera sûrement très bientôt pour un nouveau sujet. Merci Charles. Merci Charles. À bientôt. Merci Pierre. Salut Clémence, salut Frédéric.